On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire absolument fascinante. Une histoire qui se situe vraiment à la croisée de la technologie, de la justice et, on va le voir, de la philosophie. Une histoire où, littéralement, les morts ont pris la parole. Oui, cette phrase, on dirait qu'elle sort tout droit d'un film de science-fiction. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un événement qui nous oblige à nous poser des questions, mais alors des questions vertigineuses sur ce que sont la mémoire, la mort et même la justice à notre époque, à l'ère du numérique. Et voilà les no. Ces mots, prononcés par un avatar créé par une intelligence artificielle, résument toute l'étrangeté, toute l'émotion de cette affaire. Ça nous plonge directement au cœur d'une situation complètement surréaliste qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors allons-y, entrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, il faut d'abord revenir aux faits, à l'histoire bien réelle qui se cache derrière cette apparition presque spectrale. Ok, donc voilà le déroulé. Tout commence en 2021, Christopher Pelquet est tué. 4 ans plus tard, en mai 2025, pendant l'audience qui doit fixer la peine de son meurtrier, un avatar de Pelquet créé par une IA s'adresse directement au tribunal. Il faut savoir que le but de la famille, et en particulier de sa sœur, c'était de donner une dernière voix à la victime. L'idée, c'était que la justice voie l'homme derrière le dossier, et pas juste un nom sur un papier. Au final, le verdict est tombé, 10 ans et demi de prison. Bon, maintenant que les faits sont posés, ce qui devient vraiment intéressant, c'est de voir comment on peut interpréter tout ça. Et pour nous aider, on va utiliser en premier outil philosophique le concept de spectre tel que l'a développé le philosophe Jacques Derrida. Pour Derrida, un spectre, c'est l'apparition de ce qui ne devrait plus être là. C'est une entité qui flotte comme ça entre deux états. Et l'avatar de Pelquet, eh bien, c'est la définition parfaite de ce fantôme des temps modernes. Une présence vraiment troublante, là, au cœur même du tribunal. Ce tableau, il illustre ce paradoxe à la perfection. D'un côté, on a ce qui est présent. Une apparence, on le voit. Une voix, on l'entend. Et un message. Mais de l'autre côté, il y a tout ce qui est absent. Pas de corps physique, pas de conscience derrière les yeux et bien sûr, pas de vie. L'avatar est là, sans vraiment être là. Et cette figure du spectre, elle est classique. Elle nous rappelle forcément le fantôme du père d'Hamlet. Il apparaît pour demander à son fils de se souvenir de lui et de le venger. Et bien ici, l'avatar de Pelquet, il agit un peu de la même manière. C'est un acte de mémoire pure qui vient hanter le processus judiciaire pour exiger une forme de réparation. Maintenant, penchons-nous sur la technologie elle-même. Cet outil d'intelligence artificielle a une double nature, une ambivalence qu'un autre philosophe, Bernard Stiegler, a brillamment décrite avec un concept qui vient du grec ancien. Le pharmakon. En grec ancien, c'est un mot fascinant parce qu'il veut dire à la fois le remède et le poison. Stiegler s'en sert pour nous montrer que n'importe quelle technique est ambivalente. Elle peut soigner ou elle peut blesser, elle peut aider ou elle peut nuire. Et l'avataria, c'est un exemple absolument parfait de ça. Voyons d'abord le bon côté de la chose, le côté remède. La sœur de Pelquet, Stacey Wales, a expliqué que son but, c'était d'humaniser Chris. Pour elle, cet outil a permis d'exprimer une douleur qu'elle n'arrivait pas à mettre en mots. Ça a transformé son deuil en un hommage vraiment puissant. Mais évidemment, il y a aussi le côté poison. Un outil émotionnel aussi fort risque d'influencer un juge ou un jury de manière complètement irrationnelle. Ça brouille la frontière entre ce qui est un témoignage authentique et ce qui est une reconstitution, et ça soulève d'énormes questions pour l'avenir de la justice. Et tout ça, ça nous amène à une question absolument cruciale. Finalement, qui parle vraiment ? C'est ça le cœur du paradoxe de ce témoignage venu d'outre-tombe. C'est un vrai casse-tête, n'est-ce pas ? L'avatar a parlé, mais avec les mots de sa sœur. Alors, qui témoigne vraiment ? On assiste à une sorte de témoignage par procuration, une reconstruction. La voix qu'on entend s'est éteinte à jamais. Du coup, la question de l'authenticité, elle est fondamentale. Et là-dessus, il y a une citation, reprise par le philosophe Giorgio Agamben, qui est incroyablement éclairante. Elle suggère que le témoin ultime d'un drame, celui qui l'a vécu jusqu'au bout, c'est souvent la seule personne qui ne peut plus en parler. La victime, par définition, est ce témoin silencieux. Et c'est précisément là que l'avatar trouve tout son sens. Il n'est pas là pour remplacer le vrai témoin qui, lui, restera à jamais silencieux. Non, il sert un but symbolique très puissant. Il refuse que la victime soit juste réduite à un nom dans un dossier. Il redonne une forme humaine à ce que la violence a voulu anéantir. Cette affaire unique dans un petit tribunal d'Arizona, elle ouvre en fait une véritable boîte de Pandore. Elle soulève une avalanche de questions éthiques pour notre époque. C'est un précédent qui nous oblige tous, vraiment tous, à réfléchir. Pensons-y une seconde.
Quel est notre droit à l'image après notre mort? Comment on trouve l'équilibre entre une justice basée sur les émotions et une justice basée sur les faits? Est-ce qu'on devrait pouvoir créer des testaments numériques? Et surtout, comment on évite de manipuler la mémoire de ceux qui ne sont plus là? Les chantiers éthiques sont immenses. C'est la première question et elle n'est pas simple. Nos données, nos photos, notre voix. À qui ça appartient une fois qu'on n'est plus là? À la famille? À l'État? À personne? Pour l'instant, le vide juridique est quasi total. Et ça amène une autre idée fascinante. Est-ce qu'on devrait avoir le droit de ne pas être ressuscité numériquement sans l'avoir voulu? Une sorte de droit au repos éternel qui s'étendrait maintenant au cyberespace. Et on y revient. On revient au cœur du dilemme, celui du pharmacon. Est-ce qu'on est en train de créer un outil qui va rendre la justice plus humaine, ou est-ce qu'on invente une nouvelle arme rhétorique qui la rendra encore plus manipulable? Finalement, la vraie question, elle se résume à ça. La technologie permet à nos morts de rester parmi nous, d'une manière incroyablement vivante. Cette analyse, elle ne se termine donc pas sur une réponse, mais plutôt sur cette question, qui est un peu obsédante. Comment est-ce qu'on va vivre avec nos fantômes? La question reste ouverte.